L'heure de Ferry, ravi de vous retrouver. On se retrouve, je vous le rappelle, désormais tous les samedis à partir de 12h50. Bonjour cher Luc. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous, une heure ensemble. Et je le dis à chaque fois parce que c'est important de le rappeler, prendre le temps, s'arrêter, se questionner aussi parce que tout va parfois très vite, trop vite. Et votre œil aiguisé aussi nous aide à y voir plus clair. Attention, Luc, une crise économique peut en cacher une autre, oui, alors que la dette française explose, que le déficit inquiète, comme rarement. La France s'apprête très certainement à retrouver un vieux compagnon de malheur. Le chômage, vous le voyez sur ces images, différents conflits sociaux en préparation, salariés de Michelin, d'Auchan, mais aussi ces agriculteurs en colère contre le Mercosur. On va y revenir longuement ensemble. Et je vous pose la question, Luc, peut-on considérer qu'il y a une histoire commune entre toutes ces colères, justement, et comment on s'attaque à la racine de ce malaise? En ligne de mire, peut-être, un ennemi commun, la mondialisation. Est-elle la source de tous ces maux? Je vous pose la question et on en discute ensemble. Oui, peut-être. Comment vous envisagez ces colères? Comment les comprendre aujourd'hui? Il y a une structure de fond qui est très problématique, qu'on appelle la mondialisation, et puis après, il y a des spécificités françaises qui sont liées à la crise budgétaire, à la dette, au manque d'innovation, au fait que les entreprises sont écrasées de charges. Bon, mais sur la structure de la mondialisation, pour aller très vite, il y a deux âges de la mondialisation, et c'est très important de le comprendre. La première mondialisation, le premier discours mondial, c'est la science moderne, c'est Newton, en gros, pour aller vite, et puis après, c'est le XVIIIe siècle. Et au XVIIIe siècle, la mondialisation qui se met en place, avec le projet d'ailleurs aussi de la colonisation, avec l'idée que grâce à la civilisation de la science, la civilisation européenne va dominer le monde. C'était la même dynamique. C'est la même dynamique que la colonisation. D'ailleurs, mon aïeul, Jules Ferry, est à la fois le grand éducateur et le grand colonisateur, vous voyez, et un héritier des Lumières. Voilà. Et donc, on a ce projet qui est lié à la révolution scientifique, à la révolution de la science moderne. Écoutez bien ça, la science moderne, la physique de Newton, c'est le premier discours mondial. Avant, il n'y avait que des religions, des mythologies particulières, que des cultures particulières. Là, ça va s'étendre au monde entier. La science moderne, ça vaut pour les riches comme pour les pauvres, pour les roturiers comme pour les aristocrates, pour les Allemands comme pour les Anglais, les Italiens, les Français, les Chinois ou les Africains. Une généralisation? Voilà, c'est ça la première mondialisation. Mais cette première mondialisation, elle a un projet de civilisation qui est positif. C'est l'idée de progrès. C'est l'idée que grâce à la science, on va maîtriser la nature. On n'est pas du tout écolo à l'époque, mais on va régler le problème des maladies. On va vivre mieux. On va être le bonheur, une idée neuve en Europe, comme dira Saint-Just. Bon. Et cette idée de bonheur, cette idée de liberté, parce que la science va aussi critiquer l'obscurantisme du Moyen-Âge, c'est l'idée de progrès. Donc, la première mondialisation, elle est heureuse en ce sens qu'elle vise un grand dessein pour l'humanité. Alors, je ne parle pas de la colonisation, mais les premiers colonisateurs pensaient faire le bien. Bien sûr. C'est pas le cas, mais ils pensaient faire le bien. Tandis que la deuxième mondialisation, qu'est-ce qui se passe avec... en fait, c'est... Je dirais que moi je la date de l'invention du web. C'est-à-dire le web, c'est la première fois donc les et Internet Internet, et le web est une application de l'Internet, mais le web c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que l'humanité va être entièrement connectée avec elle-même en direct. En tout lieu, en tout temps. Et je disais en introduction, tout va trop vite, tout va parfois trop vite. Ça va aller trop vite, mais surtout, la compétition entre les entreprises, entre les universités, entre les laboratoires, va devenir universelle, avec une règle qui est celle du benchmarking, de telle sorte que, écoutez bien ça, parce que c'est ça qui va pas, et c'est ça qui rend les gens malheureux. La finalité, qui était l'idée de progrès, va disparaître, parce qu'un chef d'entreprise qui fabrique cette petite chose-là, ou qui fabrique des ordinateurs, ou n'importe quoi d'autre, n'importe quel objet technique, en vérité, il sait qu'une seule chose, c'est que s'il n'innove pas, il va être balayé, c'est le benchmarking généralisé, il va être balayé par le voisin. Et que ce soit quelqu'un qui fabrique des bagnoles, qui fabrique des robinets ou qui fabrique des objets sophistiqués, si je n'innove pas, se dit le chef d'entreprise, je suis mort, je serai balayé par la concurrence. Mais ça a été un effet positif de cette mondialisation. Ça a poussé certains innovateurs, créateurs à aller toujours plus loin. L'innovation a apporté notamment en médecine des choses absolument formidables. L'espérance de vie en 1900 pour la France, pour les Français, elle est de 45 ans. Aujourd'hui, elle est de 80 ans. 80 ans pour les hommes, 85 ans pour les femmes. Donc, on a beaucoup progressé. Mais ce qui ne va pas, c'est que la finalité a disparu parce que l'innovation n'est pas un projet, c'est un cahier des charges. Vous voyez la différence ? C'est pas un grand dessein.
juste si je suis chef d'entreprise, je suis obligé d'innover, sinon je meurs. Je n'innove pas pour innover, mais pour battre mon concurrent mais bien sûr, et gagner plus de parts de marché. Et voilà, c'est Darwin. On est dans Darwin, c'est une économie darwinienne. Alors, je dis pas que l'innovation est mauvaise. Moi, j'adore l'innovation et je trouve qu'on vit beaucoup mieux aujourd'hui qu'en 1900. 1000 fois mieux. Et notamment pour les femmes qui n'avaient pas le droit de vote. Donc, on vit beaucoup mieux. Il y a toutes sortes d'innovations. Le mariage gay aussi est une innovation, qui sont très positives à mes yeux. Mais le problème, c'est que la finalité a disparu. C'est-à-dire qu'on est dans le benchmarking généralisé, dans la compétition généralisée, de telle sorte qu'on avance. Mais on avance. Plus personne ne sait ni où on va, ni pourquoi on y va. C'est juste une obligation, sinon, si je n'innove pas, je crève. Si on revient aux crises que l'on évoquait, à ces mouvements sociaux en préparation, le point commun quand même, c'est la grande inquiétude de cette concurrence étrangère, justement et de cette mondialisation. Exactement. Vous diriez qu'on est à la fin, certains l'ont déjà annoncé, de cette mondialisation que l'on disait heureuse. On est à un point de bascule, vous diriez là ? Oui, parce que cette concurrence est positive en ce sens qu'elle nous oblige à innover. Donc, regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour la Covid. Le vaccin, ça a été quelque chose de fort. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on avait trouvé un vaccin en un an. Si rapidement. Ça. Et c'est grâce à la compétition entre les différents tenants du Big Pharma, Pfizer, Moderna et les autres. Donc la compétition et l'innovation, c'est super positif, j'adore ça, mais ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grand dessein. Alors pour les gens qui réussissent, c'est-à-dire ceux qui surfent sur la vague, c'est-à-dire entre guillemets les élites qui sont mondialisées, qui sont cosmopolites, c'est formidable. Mais pour le gars qui perd son emploi et qui comprend pas pourquoi ça lui tombe dessus, c'est un enfer. Et donc le paysan aujourd'hui... C'est le cas de Michelin, là. C'est le cas de Michelin. Exactement. Qui met en avant notamment une concurrence chinoise débridée et l'entreprise n'arrive plus à tenir. Alors, et c'est la même chose en Allemagne pour Volkswagen, et c'est ce que les paysans craignent. On dit agriculteurs, mais moi je viens d'une famille de paysans, donc ça me fait pas de mal de dire paysan, j'aime bien le mot, il y a pays dedans, et donc ce qu'ils craignent avec le Mercosur, c'est justement cette compétition néolibérale qui risque de les plomber alors qu'ils travaillent, qu'ils font tout ce qu'ils peuvent pour vivre. Voilà. Mais vous nous dites aussi que le Mercosur, ce combat contre justement ces accords avec les pays d'Amérique latine notamment, c'est pas le bon combat. Non. Pourquoi ? Parce que alors je sais que je vais dire quelque chose qui sera mal vu, y compris par mes amis agriculteurs, et je travaille souvent avec eux sur des questions comme les OGM, comme l'intelligence artificielle. Mais voilà, je pense que les vrais concurrents de l'agriculture française, ce sont les Européens, c'est pas du tout l'Amérique latine. C'est d'abord et avant tout pour l'élevage, c'est la Hollande et l'Allemagne, avec des innovations en matière d'élevage qui sont incomparables avec la France. Des méga-fermes notamment. Évidemment. Et des méga-fermes. Vous avez des élevages de porcs où c'est incroyable. Tout est absolument recyclé. Il y a zéro perte. Enfin, c'est d'une modernité folle, si je puis dire, mais très efficace. Et donc, les vrais concurrents, c'est d'abord la Hollande et l'Allemagne, mais c'est aussi beaucoup, par exemple, pour les maraîchers, c'est beaucoup l'Espagne et l'Italie, alors que le Mercosur, c'est pas de la dérégulation, c'est un accord. Et un accord avec des gens avec lesquels on a intérêt à travailler. Voilà, donc je pense que c'est un mauvais combat, mais je le comprends néanmoins, parce que les gens pensent mondialisation néolibérale, et donc, voilà. Alors, le vrai problème de l'agriculture française, comme de toutes nos entreprises, c'est pareil, c'est le manque d'innovation, parce qu'on est écrasé par les charges. Pour ça que je suis très hostile au budget Barnier. Je suis désolé de le dire parce que Barnier est quelqu'un que j'aime bien. Mais ce budget qui va nous augmenter les charges en gros de 60%, parce que c'est pas de 30%, ça va être 60%, c'est une véritable catastrophe pour la France parce qu'on est déjà numéro 1 des charges sociales, alors que nos entreprises, y compris agricoles, auraient absolument besoin d'avoir des allègements de charges pour pouvoir innover. Le déficit d'innovation, c'est déficit de compétitivité. Et du coup, le chômage va augmenter parce que les chefs d'entreprise vont réduire la masse salariale. Et parce que la croissance aussi pourrait être en panne. Elle est prévue pour être en panne. On évoque cette mondialisation ensemble. Un chiffre m'a interpellé d'une récente enquête, un peu moins d'un an, Ipsos, cette défiance toujours plus grande des Français, là on parle des Français, envers justement cette mondialisation. Elle est une menace pour la France, si on devait résumer, pour 60% aujourd'hui de nos compatriotes. Ce sont des chiffres qui quand même interrogent, alors que nous sommes aussi confrontés à une montée des populismes,
qui correspond aussi à un protectionnisme acharné aussi dans toutes nos démocraties. Oui. Je pense évidemment à Donald Trump réélu, dont le mot préféré est celui de droit de douane. Oui, bien sûr, oui. Ça interroge, parce qu'on est aussi dans ce contexte-là, qui forcément n'est pas à ignorer, à mettre de côté. Oui, alors le vrai problème, c'est encore une fois que nos entreprises étant écrasées, et moi je ne suis pas du tout un néolibéral, je suis un vieux républicain gaulliste social-démocrate. C'est important de le rappeler. Mais... Je joue carte sur table, je ne suis pas un néolibéral, je n'ai pas une passion pour Trump ou pour Elon Musk, c'est pas ça. Mais simplement, quand les entreprises sont écrasées par des charges sociales, et sur les 28 ou les 27, on est numéro 1 des charges sociales, numéro 1 des impôts d'une manière générale, et si on en rajoute ce que le plan Barnier, le budget Barnier est en train de faire, alors évidemment, l'investissement dans l'innovation disparaît. J'en parlais avec un de nos plus grands chefs d'entreprise la semaine dernière, et il me disait, ben voilà, avec le plan Barnier, qu'est-ce qu'on va faire ? On va délocaliser un certain nombre de services, on va supprimer quelques projets innovants qui ne sont pas absolument indispensables tout de suite, et puis on va réduire la masse salariale, c'est créer du chômage. Et c'est mécanique, vous ne pouvez pas faire autrement. Quand vous êtes chef d'entreprise, vous êtes obligé... Alors qu'il y avait ces dernières années un mouvement inverse, de réindustrialisation d'entreprises. On essayait d'entreprises que c'est réimplanté. Oui, sauf qu'il y avait ça dans les paroles, mais comme Emmanuel Macron nous a mis 1 000 milliards d'euros de dette en plus, quand vous mettez 1 000 milliards d'euros de dette en plus et qu'on arrive à 3 250 milliards d'euros de dette, et que les marchés financiers, les agences de notation et l'Union européenne nous regardent de travers et s'apprêtent à faire augmenter les taux d'intérêt, inévitablement, quand le type arrive après, ce qui est le cas de Barnier, il se dit, dans l'urgence, je vais augmenter les impôts pour essayer de boucler mon budget. C'est pas du tout ce qu'il faut faire, mais c'est mécaniquement aussi la chose la plus facile à faire, donc malheureusement, nos politiques sont souvent dans la facilité. Je parlais du protectionnisme aujourd'hui. Plus personne n'a honte, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais de protéger son économie, son économie propre, et de jouer aussi sur sa monnaie. Ça, c'est un des effets sous-jacents, mais c'est plus un gros mot. Oui, mais c'est une erreur aussi, parce qu'il y avait un très bon rapport d'Hubert Védrine il y a quelques années sur le protectionnisme. Le protectionnisme, ça ne marche que si c'est de la dentelle, si c'est super intelligemment fait, parce que sinon c'est un boomerang. Si vous faites du protectionnisme sur, je sais pas, Airbus ou sur les voitures avec la Chine, mais ils vont vous taxer les vins et le cognac. Donc, je prends des exemples comme ça, j'ai pas réfléchi, je vous les donne au hasard. Ce qui est en train de se passer en partie. Évidemment. Et Trump fera la même chose. Donc ça ne peut se faire que sur des sujets très précis et avec une très grande intelligence, c'est de la dentelle. Mais si vous faites du protectionnisme avec des droits de douane, alors Trump peut se permettre de le faire parce que c'est les États-Unis. Mais nous, on ne peut pas se permettre de faire ça. Alors, cela dit, passer la voiture électrique en 2035, interdire les voitures thermiques, on ne peut pas faire plus bête parce que c'est un cadeau absolu donné à la Chine. C'est idiot. Parce qu'on n'est pas prêt. Parce qu'on n'est pas prêt à subvenir. Parce qu'on n'est pas prêt. Et si en plus on a des impôts qui tombent sur des boîtes comme Stellantis ou comme Renault, avec et je crois un des dirigeants de LVMH disait que le plan Barnier allait coûter 800 millions d'euros. Mécaniquement, ce qui se passe, c'est ce que je vous disais, c'est que ça va pénaliser la croissance, ça va pénaliser la compétitivité, l'innovation, et ça va créer du chômage. Voilà, parce que dans ce cas-là, un chef d'entreprise, lui, il a des concurrents dans le monde entier, et il est obligé de tenir compte de cette mondialisation concurrentielle en permanence. Donc en fait, ce qu'il fallait faire au niveau budgétaire, c'est pas du tout ce qui se fait aujourd'hui. Avec une observation aussi. Vous savez, au moment de cette première crise agricole d'il y a 1 an, on évoquait, ce paradoxe, fin du monde, fin du mois. C'est-à-dire qu'il faut protéger et nos agriculteurs et notre environnement, consommer local, mais la fin du mois fait que beaucoup de Français, parlons de Français, n'ont pas les moyens de subvenir à cela, et donc consomment étrangers. Il y a 8 millions de pauvres, exactement. Bien sûr, en France, selon les critères du seuil de pauvreté. Et donc on conteste aussi, pardonnez-moi, sur la démonstration, la concurrence étrangère, je pense à la concurrence chinoise, mais on n'a jamais autant commandé sur des sites comme Shein, Temu, qui vendent effectivement des contrefaçons bien moins chères. C'est c'est facile, en un clic, et vous êtes livré en 2 semaines. C'est un paquet qui fait des millions de kilomètres ou des milliers de kilomètres. Comment concilier ça ? Eh bien, justement, c'est pour ça que si on veut réfléchir à moyen terme, c'est pas à très long terme, la seule solution, c'est le rapport Draghi, c'est que l'Europe investisse massivement dans l'innovation, sinon on va crever. Sinon la civilisation européenne disparaîtra. Vous parliez de défiance tout à l'heure.
Défiance à l'égard de la mondialisation, défiance à l'égard des politiques, bon, elle est partout. C'est pire que ça, on est passé d'une société de défiance généralisée. Il y avait un rapport qui a été fait par un spécialiste des questions de sondage, entre autres, enfin Stéphane Fuchs, il y a une dizaine d'années, il disait on rentre dans la société de défiance généralisée, tout le monde se méfie de tout le monde, les élites se méfient du peuple, le peuple se méfie des élites, enfin bon, on est passé à la société de la haine. C'est beaucoup plus grave. Là, il y a une vraie détestation qui s'installe dans notre pays. Je ne parle pas en Pologne, c'est pas le cas. En Allemagne, c'est pas le cas. Même s'ils sont en bisbille aujourd'hui dans leur majorité à 3. Bon, mais c'est pas. Nous, on est rentré dans la société de la haine. Et je vous explique pourquoi en 2 secondes. C'est qu'en fait, on a 6 courants politiques qui sont à peu près équivalents. Les gaullistes, LR, voilà, s'ils sont encore gaullistes, le Parti socialiste. Vous avez l'extrême gauche et l'extrême droite, enfin Marine Le Pen n'est pas d'extrême droite, appelons-la comme ça, et puis vous avez les écolos et les centristes. Ce qui fait que le président de la République, quel qu'il soit, même s'il était génial, il ne représente positivement que 20% des Français. Et donc du coup, tous ces partis politiques se détestent entre eux, les électeurs suivent un peu leur appartenance partisane, ce qui fait que on est dans une logique où il n'y a jamais de rassemblement des bonnes volontés. Ouais. On n'a pas un système électoral qui permettrait d'aller vers ce rassemblement. Honnêtement, un social-démocrate pourrait parfaitement travailler avec un LR et même avec des écologistes et voilà. Bon. Et cette défiance-là que vous décrivez, la haine, oui, nourrit la haine. Voilà. Et en plus, la peur qui s'installe. Vous savez, la haine, elle est toujours liée à la peur. Hein. La peur, c'est le premier pas vers la haine. Voilà. Et c'est le premier pas vers la colère aussi, vers l'indignation, qui est une forme de haine aussi. Et donc, on est dans une société de défiance qui est en train de basculer du côté de la haine, au lieu d'avoir un système électoral qui permettrait, avec la proportionnelle, d'obliger à rassembler les bonnes volontés. Voilà. Alors, l'Allemagne n'est pas le bon exemple en ce moment, puisqu'ils sont en bisbille, ils sont en train leur union nationale est en train de couler, mais néanmoins, le modèle allemand a fonctionné formidablement bien pendant les 4 mandats de Madame Merkel, et il remarchera l'année prochaine. Il y a quelques semaines de cela, sur ce même plateau, on se posait la question d'un Occident en déclin. On parlait du déclinisme ensemble. Tout ça est finalement une même boucle, j'ai l'impression, dans ce que vous nous décrivez là. Oui et non, parce que c'est l'Europe qui est en déclin, mais pas les États-Unis. Les États-Unis sont très 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 en pointe, au contraire, ils progressent formidablement sur le plan économique et sur leur poids économique dans le monde, c'est considérable. C'est 20 fois l'Europe. Et donc, c'est l'Europe qui est en déclin. Le rapport Draghi le dit très bien, et il faut absolument qu'on investisse 1000 milliards d'euros très rapidement dans la 3e révolution industrielle, dans l'innovation, dans l'intelligence artificielle, parce que nous sommes aujourd'hui des sous-traitants, une colonie des GAFA, des GAFAMI, pour les appeler dans leur nom, et bientôt de l'équivalent de l'équivalent chinois, c'est Baidu, Alibaba, Xiaomi, Huawei, et donc qui sont en train de nous plomber complètement, de nous Alors c'est pour ça qu'on a peur de la mondialisation, c'est parce qu'on n'est pas au niveau. On était au niveau, Trump, il n'a pas peur de la mondialisation. Si, il est protectionniste sur les secteurs ou je sais pas, sur Boeing, il va se protéger d'Airbus, mais partout sur les GAFA, il n'est pas protectionniste. Quand les entreprises sont formidablement performantes, elles sont ouvertes au monde entier. Elles dominent le monde entier. Ouais. On n'a pas l'équivalent des GAFA. Donc vous dites quoi là aujourd'hui ? Il faut regretter. Il faut innover, investir dans l'innovation. Mais on arrive aussi à la fin d'un cycle, très clairement, et que désormais, il faut engager quelque chose de nouveau et peut-être différent, procéder différemment. Il faut expliquer que l'innovation, c'est pas un projet néolibéral, c'est un projet social-démocrate en vérité. Parce que, je vais être très clair, pour partager les richesses, pour bien payer les gens, les salariés, pour bien payer les gens, il faut d'abord produire la richesse pour la partager. Et donc, il faut être très, très innovant, donc très, très pro-entreprise, donc alléger les charges sur les entreprises et leur permettre d'innover, avoir un grand plan d'investissement d'un côté, mais de l'autre côté, c'est pas pour virer les gens, c'est pas pour maltraiter les salariés, c'est pour créer de l'emploi et pour mieux les payer. C'est ça l'avenir. Et donc c'est ça le vrai projet. C'est pour ça que moi je vous dis toujours, je suis un gaulliste social-démocrate. C'est-à-dire que je suis républicain en politique, ultra-libéral en économie, mais social-démocrate sur le social. Et vous dites, c'est la martingale. Vous ne dites pas qu'il est trop tard. Vous ne dites pas que la défiance qui s'est installée aujourd'hui dans nos sociétés...
finalement combattre cela. Qui confine à la haine, encore Absolument, une fois. On revient à cela. Regardez entre les filles et Marine Le Pen, et même entre les islamo-gauchistes et les juifs français, la haine est là, elle est terrible. Bon. Et donc, les gens commencent à se détester à cause de cet éparpillement du paysage politique. C'est ça le problème. Et donc, moi, je pense que dans l'état actuel de la vie politique, c'est carbonisé, il faut dire les choses franchement, à cause de ces six courants qui se détestent entre eux. De ce qu'a provoqué aussi le président de la République. Non, mais mais la dissolution est une pure folie. Bon. Et donc, vraiment, c'est un grand manque d'intelligence et de lucidité. Bon. Mais si on veut sortir de ça, il faut réobliger les gens raisonnables à travailler ensemble. Et ça suppose, moi je suis pour la proportionnelle à cause de ça. Voilà, c'est la première chose que je ferais si j'étais, pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, si j'étais président, je mettrais la proportionnelle à l'ordre du jour immédiatement pour obliger les gens qui peuvent travailler ensemble à travailler ensemble. Oui, mais sauf que sur un plan économique, face justement à ce que l'on décrit depuis le début de cette conversation et de cette heure de Ferry, est-ce que c'est la solution à tout cela ? Parce que le retard est là, ces emplois vont disparaître. Écoutez, je vous l'ai déjà dit, je suis un fonctionnaire, mais on va arriver à 6 millions de fonctionnaires, c'est pas jouable. C'est tout le poumon de l'économie privée, peut pas financer ça. Je n'ai rien contre le service public, j'adore le service public. Et vous avez été parfaitement clair là-dessus. Mais il faut non renouveler 500 000 départs à la retraite et fondre le millefeuille administratif. Et ça fera de mal à personne. On tue pas les gens, c'est pas un plan social dans le privé. Donc, et puis il faut travailler plus, je suis désolé. Mais là encore, en tenant compte de la pénibilité. Bien sûr. Quand on a un métier passion, on peut très bien travailler beaucoup plus. Quand on a un métier hyper fatigant et qu'on n'aime pas, on peut pas travailler plus. Voilà, il faut tenir compte, comme on l'avait fait avec François Chérec et François Fillon en 2003, tenir compte vraiment de la pénibilité, oui. Je vous évoquais la défiance vis-à-vis de notre classe politique. Vous dites... vous décrivez un paysage plutôt plus que émorcelé et mortifère. Mais on parle d'une mondialisation d'heureuse, un peu suspecte aujourd'hui désormais. Je vous demandais, est-ce qu'on peut finalement transformer l'essai, essayer de faire que nos sociétés l'acceptent plus? C'est possible ça, aujourd'hui ? Je pense, alors ça c'est un de mes dadas, pardon d'y revenir, ou plutôt d'y venir, mais je vous disais tout à l'heure que dans la première mondialisation, c'est-à-dire celle des Lumières, celle des encyclopédistes, de Voltaire et de Kant en Allemagne, il y avait un grand dessein qui était l'idée de progrès. Rendre l'humanité plus libre, la débarrasser de l'obscurantisme moyenâgeux et plus heureuse. D'accord ? Donc il y avait un grand dessein. Aujourd'hui, il n'y a pas de grand dessein. Encore une fois, l'innovation n'est qu'un cahier des charges, c'est pas un grand dessein. Donc il faut retrouver un grand dessein. Et moi, je ne cesse de le dire, le grand dessein aujourd'hui, c'est pas la nation ou la révolution, c'est ni Marine Le Pen, ni Mélenchon. Le grand dessein, c'est les générations futures. C'est-à-dire quel monde nous, les adultes, vous et moi, nous allons laisser à l'humanité qui vient, c'est-à-dire à nos enfants. C'est la question de la dette, c'est la question de l'écologie, c'est la question de l'école, c'est la question de la protection sociale, au fond, c'est la question, toutes les questions politiques importantes, mais elles ne sont plus regroupées sous l'idée de nation ou sous l'idée de révolution, comme en 68, mais sous l'idée de génération future. Et donc, je pense qu'il faut que l'Europe retrouve un grand dessein et qu'elle investisse massivement dans l'innovation, mais dans le cadre d'un grand dessein. Et ça supposerait qu'on ait un président de la République intelligent. Et donc, c'est-à-dire qui soit pas simplement l'auteur de petites phrases ou de décisions stupides. Il faudrait qu'on ait un grand politique pour pouvoir proposer aux Français des sacrifices, parce qu'il va falloir faire, par exemple, travailler plus, c'est un sacrifice. Mais il faut que ça ait du sens. Sinon, ça ne passe pas. Et le sens, c'est pour nos enfants. Voilà. Et on a beaucoup parlé d'acceptabilité aussi. Bien sûr. C'est entendable, ça ? Vous pensez que... Écoutez, moi je suis absolument convaincu que si on avait un président de la République intelligent qui s'adresse aux familles, qui explique aux familles que par exemple la dette, ça va rendre la vie de nos enfants beaucoup, beaucoup plus difficile,
Voilà. Que l'intelligence artificielle, ça va être très compliqué parce que ça a bouffé énormément d'emplois. Donc si on avait un président de la République intelligent qui explique ce que c'est qu'un grand dessein pour les familles, c'est-à-dire que vont devenir nos enfants dans 30 ans, et qui explique, voilà, la transition écologique bien sûr, mais aussi la dette, mais aussi la guerre avec l'islamisme, mais aussi la question de la protection sociale, ce que c'est que la mondialisation. Il faut un grand dessein et il faut le regrouper sous cette question des générations futures. C'est ça le grand dessein. Et les générations futures, c'est pas mes enfants, c'est les nôtres. C'est-à-dire c'est l'humanité qui vient. C'est pas un repli sur la famille. C'est un élargissement comme jamais. On fait une pause de quelques minutes et on continue cette discussion passionnante. Et on s'intéressera aussi à ce qu'a annoncé la présidente de l'Assemblée nationale. Le texte sur la fin de vie sera examiné à partir du début de l'année prochaine. À tout de suite. Retour dans l'heure de Ferry, et je vous le disais juste avant la pause, intéressons-nous, Luc, et discutons autour de cette annonce de la présidente de l'Assemblée nationale. Le texte sur la fin de vie sera examiné dans l'hémicycle à partir de janvier 2025. On se rappelle, ça avait été stoppé net, les débats, notamment à cause de la dissolution au mois de juin dernier. Et on voit poindre aussi une bataille de calendrier et de lignes autour de ce projet de loi. Et il est très important aussi, ensemble, de s'arrêter sur un débat tentaculaire aussi, qui oppose très clairement des visions parfois diamétralement contraires, qui alimentent aussi les passions. Une église, et c'est important, on en a discuté avant ensemble, absolument opposée à l'euthanasie. Complètement, oui. Il est imposant aussi parce que grâce à vous, on peut avoir l'occasion d'y revenir. Pourquoi ? Alors, c'est intéressant de regarder les arguments de l'Église. Ce ne sont pas les miens, mais c'est toujours intéressant. Et de les entendre aussi. Et de les entendre. Écoutez, il y a 2 milliards de chrétiens dans le monde, et donc c'est tout de même un débat qu'on doit avoir aussi avec ceux qui sont croyants, en tout cas ceux qui sont fidèles au magistère de l'Église. Alors, l'Église a 2 arguments majeurs sur le sujet, et dans les philosophies du bonheur, c'est exactement l'inverse. Le premier argument, et je vous donne le vocabulaire de l'Église, j'ai les textes sous les yeux, on trouve ça notamment dans le catéchisme officiel du Vatican, qui n'est pas du tout un texte de vulgarisation, c'est vraiment le magistère, c'est la doctrine de l'Église, l'État, si j'ose dire, chimiquement pur. Premier argument, nous ne sommes pas les propriétaires de la vie, nous sommes les intendants autrement de la vie. C'est-à-dire, nous gérons la vie, mais elle ne nous appartient pas. Et donc, l'euthanasie est un assassinat. Voilà. Je vous lis ça. Nous sommes les intendants et non les propriétaires de la vie que Dieu nous a donnée. Nous n'en disposons pas. Quels qu'en soient les motifs et les moyens, l'euthanasie directe consiste à mettre la fin à la vie de personnes handicapées, malades ou mourantes. Elle est moralement irrecevable. Donc, pour l'Église, c'est un péché mortel, que soit le suicide assisté ou l'euthanasie. Alors, des arguments d'ailleurs, je me permets de vous interrompre, que le pape François a eu l'occasion de rappeler très brutalement à notre cher président de la République Emmanuel Macron, à l'occasion d'un entretien qu'ils ont eu ensemble au mois de septembre 2023. Juste, je vous interromps parce que ça apporte aussi à cette discussion des éléments. Écoutez, le pape François, justement, c'est très court et on en discute ensemble après. J'ai parlé clairement. J'ai dit mon avis, on ne joue pas avec la vie, ni au début, ni à la fin. Un parfait écho à ce que vous nous il a été plus brutal citiez. Que ça. Il a dit que les médecins qui pratiquaient l'euthanasie ou le suicide assisté, enfin l'euthanasie en l'occurrence, il en faut aussi pour le suicide assisté, même si les personnes se mettent fin à leur vie elles-mêmes, il a dit que c'était des tueurs, des assassins, des meurtriers. Voilà, et des voyous. Et donc, c'est bien la doctrine de l'Église. Elle s'appuie sur un argument que je viens de donner, c'est que nous ne sommes pas les propriétaires de la vie. Mais le deuxième argument, qui est beaucoup plus fort, c'est le vrai argument, c'est la théologie de la souffrance. Voilà, il y a une théologie de la souffrance avec 2 idées qui sont, au fond, captées dans ce problème global de la théologie de la souffrance, que pose la théologie de la souffrance. Premièrement, la souffrance en fin de vie, lorsqu'on est mourant ou lorsqu'on est simplement très malade, ça peut vous reconduire vers Dieu, parce que la souffrance est un moyen de réfléchir et peut-être de se demander qui peut nous sauver.
Voilà. Je vous lis le texte. Toujours le catéchisme. La souffrance, la maladie peut être un chemin de conversion. Elle peut rendre la personne plus mûre, l'aider à discerner dans sa vie ce qui est l'essentiel pour se tourner vers ce qu'il est. Très souvent, la maladie provoque une recherche de Dieu, un retour vers Dieu. Et puis le deuxième sous-argument touchant la théologie de la souffrance, c'est que la souffrance peut, c'est le vocabulaire de l'Église, nous configurer à la souffrance du Christ, la Via Dolorosa. Voilà, et du coup... Finalement, s'approprier peut-être aussi la passion du Christ. Voilà. Ce qu'a vécu et traversé le Christ. Je vous lis ça. Par sa passion et sa mort sur la croix, le Christ a donné un nouveau sens à la souffrance. Elle peut désormais nous configurer à lui et nous unir à sa passion rédemptrice. De ce point de vue-là, que valent quelques semaines ou quelques mois de souffrance par rapport au salut éternel ? Vous voyez, les arguments de l'Église, je ne les partage pas. Je ne suis pas croyant et je ne les partage pas. Mais du point de vue des philosophies du bonheur, cette théologie de la souffrance, elle est ignoble. Donc vous voyez que c'est une opposition... Ignoble et inentendable. Absolument. Quand vous entendez juste, avant d'avancer, mais le pape François, qui s'est montré plutôt moderne et ouvert à d'autres questions et de gauche, là encore, pour l'Église, il est inenvisageable d'avancer dans un autre sens. Non, parce que le pape François peut être de gauche sur des questions qui sont, si je puis dire, secondaires, mais pas sur le magistère de l'Église, pas sur la doctrine de l'Église. Là, il est obligé, il est comme Benoît XVI, il est obligé d'être un pilier sur ses fondations. Et donc, il faut bien comprendre que le monde anglo-saxon, c'est en Angleterre, dans les années 30, qu'apparaissent les premiers mouvements exigeant la légalisation de l'euthanasie. C'est en Angleterre que ça naît. C'est en Angleterre, oui. Exactement en 1831, un médecin qui s'appelle Millard et qui est inspecteur de la santé dans la ville de Leicester, et il va s'acoquiner, si je puis dire, avec des clergyman, donc avec des pasteurs protestants, qui eux sont pas du tout sur la ligne des catholiques. Ce que j'ai cité, c'est les catholiques, c'est pas les protestants. Il y a des nuances, plus que des nuances entre eux. Et il faut que vous ayez cette idée que en Angleterre, il y a une philosophie qui domine toute l'île, et puis qui va après dominer les États-Unis, c'est l'utilitarisme. C'est une philosophie qui est fondée par Jeremy Bentham, un très grand philosophe au XVIIIe siècle, et elle tient en une phrase. Ça, c'est l'avantage. Une action est bonne quand elle augmente la somme de bonheur dans l'univers, ou quand elle diminue la somme de malheur dans l'univers. Si elle fait le contraire, elle est moralement mauvaise. Et donc, si vous avez comme principe, c'est ce qu'on appelle le principe du calcul des plaisirs et des peines. Voilà. Si vous avez comme principe qu'une action est bonne quand elle augmente la somme de bonheur dans l'univers ou qu'elle diminue la somme de souffrance, alors à partir du moment où, en fin de vie notamment, mais pas forcément en fin de vie, ça peut être au milieu de la vie, la somme de souffrance, par exemple, chez un schizophrène qui souffre énormément, on a eu cet exemple, il est réel en Suisse, à Dignitas, qui a mis fin à la vie de deux jeunes schizophrènes qui n'étaient pas malades physiquement. Si la souffrance, l'angoisse l'emporte de très loin sur les joies, sur le bonheur, et si on sent que c'est définitif, qu'il n'y a pas d'espoir, alors l'euthanasie ou le suicide assisté sont légitimes dans cette perspective utilitariste, qui est exactement l'inverse de la théologie de la souffrance. Vous voyez pourquoi le débat est très violent, enfin très violent. C'est ce qu'on appelle une antinomie en philosophie, c'est-à-dire que c'est une thèse et une antithèse qui sont absolument irréductibles, complètement opposées. Ce qui est une réalité aujourd'hui, Luc, c'est que chez nos compatriotes, en France, ce débat, oui, déchaîne certaines passions, mais qu'aujourd'hui, oui, les Français souhaitent que la loi évolue, aille plus loin. 90%. 92% même. Voilà, la loi française à la question posée, devrait-elle autoriser les médecins à mettre fin à la vie sans souffrance des personnes atteintes de maladies insupportables et incurables ? 92% des Français sont pour. Oui. Il faut une évolution. C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Moi, je ne crois pas. Je crois que les Français connaissent mal la loi Leonetti-Claes, puisqu'en fait, il y a Alain Claes, qui était un député socialiste, a travaillé avec Jean Leonetti, qui est un type tout à fait remarquable, moi que j'aime beaucoup. Et donc, je pense que la loi Leonetti permet énormément de choses, puisqu'elle autorise la sédation létale. Profonde, continue, qui mortelle. Provoque une altération de la conscience, maintenue jusqu'au... Létale, en grec, ça veut dire mortel. Voilà. Exactement. Et donc, alors, ce qu'on peut reprocher à la loi Leonetti, c'est que la sédation létale, pour les familles, c'est quand même très difficile à supporter parce que ça veut dire qu'on n'alimente plus la personne qu'on a mise sous sédation, ce qui fait qu'elle va mettre des heures à mourir et les gens
s'imaginent toujours, parce qu'ils connaissent pas bien la médecine ou la biologie, que le fait d'être assoiffé ou mal nourri ou pas nourri du tout, pas alimenté du tout, même si on est complètement dans le coma, ça peut être quand même une souffrance. Ça augmente en effet la douleur. C'est pas le cas, mais peu importe. Je comprends que pour les familles ce soit. Alors c'est peut-être un point qu'on peut améliorer, mais il me semble que la loi Leonetti, elle permet quelque chose. En revanche, moi j'avais travaillé avec le ministre des Affaires sociales suisse sur les 2 associations Dignitas et Exit. Les Suisses qui ont toujours été très en avant. Enfin, en avant si c'est en avant. Mais eux, ils autorisent le suicide assisté, donc l'assistance au suicide, pour des personnes qui ne sont pas du tout en fin de vie, qui ne sont pas physiquement malades, ce qu'on appelle en Suisse les fatigués de la vie. Et moi, je suis contre. On avait écrit avec mon ami Axel Kahn un livre, Faut-il légaliser l'euthanasie ? Malheureusement, Axel, qui est un très grand généticien, qui était un patron d'un PDG, enfin pas un PDG, mais un président de la plus grosse association de lutte contre le cancer, qui est mort du cancer l'année dernière, ou il y a 2 ans. Axel n'est plus là pour défendre. Mais ce que me disait Axel Kahn, qui était médecin aussi, n'était pas simplement en biologie, il me disait, et tous les gens que j'ai rencontrés dans les services de soins palliatifs me disent la même chose. Le problème, c'est l'assistance. En fait, les gens veulent mourir quand ils rentrent dans un service de soins palliatifs parce qu'ils n'en peuvent plus. Mais dès qu'on leur dit qu'on va les prendre en charge, qu'on les aime et qu'on va pas les laisser tomber, ils changent d'avis à 90%, vous voyez. Et donc je pense que le développement, c'est une banalité ce que je veux dire, mais c'est vrai quand même, le développement des soins palliatifs est quelque chose qui doit absolument accompagner de toute façon toute loi sur l'euthanasie. Et ce débat, en effet, ce que disent certains... j'allais dire pourfendeur d'une éventuelle évolution des textes qui existent déjà, c'est de dénoncer l'état de nos hôpitaux en France, l'état de nos soins, et de dire que mettons finalement les moyens dans les soins palliatifs et l'accompagnement, et cette question-là, traitons-la ou ne la traitons pas, ce n'est absolument pas une priorité, sauf que il y a des cas, aujourd'hui des personnes dans l'incapacité de pouvoir aller plus loin, et pour qui c'est une souffrance véritable et qui demande, il faut peut-être aussi entendre cette voix-là. Si c'est en fin de vie, moi je suis tout à fait favorable à l'euthanasie. D'ailleurs, l'Église elle-même, encore une fois je suis pas croyant, mais l'Église elle-même, j'ai le texte sous les yeux, est très claire, elle est contre l'acharnement thérapeutique. Elle dit, on ne donne pas la mort, mais on accepte qu'on n'est pas capable de faire vivre. Et donc c'est pas la même chose que de donner la mort. Donc l'Église est très clairement contre l'acharnement thérapeutique. Mais il y a le cas des légumes, comme on les appelle, c'est très mal de dire comme ça, mais enfin c'est comme ça qu'on parle dans le vocabulaire médical. Donc ces personnes qui souffrent énormément et qui ne sont pas capables de mettre fin elles-mêmes à leur vie, bien sûr, on peut entendre ça, mais enfin c'est 3 cas par an, c'est pas le cas général. Et là, quand vous ouvrez la possibilité du suicide assisté, donc de l'assistance, le problème c'est l'assistance. C'est l'assistance. Le suicide pose pas de problème, si je puis dire. Enfin, en tout cas pas cela, mais c'est l'assistance. Et ce que disait Axel, qui lui avait une expérience de médecin et comme cancérologue de médecin, aussi souvent malheureusement de la fin de vie, il me disait, mais très souvent la demande d'assistance, en vérité, sous la demande de mort, c'est une demande d'amour qu'il faut entendre, et ça aussi c'est vrai. Vous voyez, donc c'est plus compliqué que ce qu'on croit. Et donc je pense que on peut peut-être améliorer un peu la loi Leonetti-Claes, mais je pense que globalement, à partir du moment où on autorise la sédation létale pour les personnes qui sont en fin de vie, elle n'est pas mauvaise. La liberté de choisir sa fin de vie. La liberté. Dans ce cas-là, suicidez-vous. C'est pas... Moi, le jour où je deviens gâteux et que je vois que je vais casser les pieds à ma femme, je sais ce que je ferai. Oui. Sauf si je suis un légume. Bon. Sauf si vous êtes un légume, évidemment. Mais... par exemple, une députée rapporteure du texte qui a beaucoup travaillé, Mme Firmin Le Bordeaux, elle dit il faut quand même qu'il y ait des garde-fous. Et elle dit la loi ne puisse pas ouvrir la possibilité à des personnes âgées de demander une aide à mourir du simple fait qu'elles souffrent de pathologies liées au vieillissement. Ça paraît indispensable aujourd'hui. C'est exactement le problème des fatigués de la vie en Suisse, sont simplement des personnes âgées qui en ont marre. Mais je vais vous dire une chose aussi, personnes âgées, quand on vieillit, on peut en avoir marre, évidemment. On se retrouve tout seul, le mari ou la femme est mort, les enfants s'occupent pas de vous, peut-être ils sont morts aussi, j'en sais rien. Bon. Donc on peut être très dépressif. Mais simplement, quand vous passez 15 jours à l'hôpital,
vous avez une mauvaise maladie, vous passez 15 jours à l'hôpital. Mais à l'hôpital, vous tombez très rapidement dans des fatigues extrêmes, parce que d'abord, on vous réveille sans arrêt, la bouffe est pas bonne, c'est pas de la faute des gens, il y a des infirmières merveilleuses, mais vous êtes constamment, vous dormez mal, vous êtes tout seul, vous n'êtes pas bien, et la fatigue conduit à la dépression. Et quand vous êtes dépressif, la première caractéristique de la dépression, sur le plan psychiatrique, c'est le maniaco-dépressif, quand il tombe dans la dépression, la première chose qu'il demande, c'est le suicide. Et l'assistance au suicide, vous voyez. Donc au bout de 15 jours ou 3 semaines dans un hôpital quand vous avez un cancer, la dépression s'installe et elle vous conduit à la demande de mort. Mais encore une fois, cette demande de mort peut cacher une demande d'amour. C'est pas impossible et il faut y réfléchir aussi. On peut pas... Il y a un projet de loi au Canada, au Québec, où on donnerait à tous les vieux de plus de 75 ans la possibilité d'arriver directement, d'accéder directement au suicide assisté. Même s'ils sont en pleine forme. Écoutez, moi ça me fait peur parce que je me dis, mais il va y avoir des anges de la mort dans les hôpitaux. Enfin, il faut quand même réfléchir aussi un peu à ça. Donc l'euthanasie, mais bien sûr, l'euthanasie en toute fin de vie, le gars qui aide sa femme à mourir parce elle suffoque d'un cancer du poumon, mais oui, bien sûr que je suis pour. Mais ça rentre dans la loi Leonetti. Ce que prévoit ce texte, c'est effectivement d'autoriser l'accès d'aider à mourir pour des patients majeurs. Là encore, c'est très important. Oui. Capable de discernement plein et entier, atteint d'une maladie incurable avec un pronostic vital engagé à court ou moyen terme. Le problème, c'est que c'est à peu près la loi Leonetti. On est vraiment dans la marge. Je vois pas la différence, Et ceux qui défendent... Je vois pas la différence, franchement, lisez la loi Leonetti. Moi, j'en ai parlé beaucoup avec Jean Leonetti lui-même, et donc, à chaque fois, il me dit, mais les Français connaissent pas du tout ma loi, quoi. Mais, au fond, elle dit à peu près, je vois pas la différence, elle dit ça, Donc, pas besoin forcément d'aller... Sauf peut-être sur le point que j'évoquais, c'est-à-dire, à partir du moment où vous mettez quelqu'un sous sédition... Sédation. Sédition, c'est un beau lapsus. Létal. On n'est pas complètement là-dedans. En plus, je ris sur un sujet qui est pas drôle. Mais voilà, autant pas traîner, je veux dire, c'est pas la peine dans ce cas-là, allons-y carrément, pas la peine de le laisser suffoquer de soif et de faim, même s'il est dans le coma et qu'il sent rien, mais bon, c'est pas la peine on sait pas trop ce qui se passe, donc je comprends que pour les familles, dans ce cas-là, allons-y carrément. D'un point de vue politique, vous connaissez ça par cœur, si les débats rouvrent au début de l'année prochaine, vous envisagez des débats passionnés justement, de l'opposition aussi, de valeurs et de positionnement finalement irréconciliables. Même si 92% des Français qui ne connaissent pas la loi Leonetti veulent qu'on aille plus loin, à mon avis, plutôt à tort, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que ça suscitera des oppositions très fortes de la part notamment des médecins qui travaillent dans les soins palliatifs, mais aussi de la part des catholiques, évidemment, des catholiques qui sont catholiques, je veux dire, pas ceux qui sont devenus protestants sans s'en apercevoir, parce qu'il y en a beaucoup aussi. Et ça ne savent pas ce que c'est que le catholicisme, qui sont pour le préservatif et pour le mariage gay. Mais dans ce cas-là, ils ne sont pas vraiment catholiques. Parlons de débat politique, justement. La transition n'est pas simple, mais on ne va pas essayer d'en trouver une artificiellement. La nouvelle est tombée cette semaine, les réquisitions sont tombées et le Rassemblement national prépare sa riposte. Les peines requises par le parquet contre l'ensemble des prévenus dans l'affaire des assistants parlementaires sont lourdes, notamment à l'égard de la figure Marine Le Pen. Les procureurs, on le rappelle, ont demandé à ce que la députée soit condamnée à 5 ans de prison, dont 2 fermes, mais surtout à une peine d'inéligibilité de 5 ans avec exécution provisoire. Ces réquisitions, encore une fois, elle n'a pas été jugée. Ce sera au début, ce n'est pas terminé, loin de là. Ce sera au début de l'année prochaine. Mais cette exécution provisoire, justement, dans ce dossier précis, ça peut faire toute la différence. Pourquoi ? Parce qu'elle envisage de se présenter à la présidentielle de 2027. Elle pourrait peut-être être empêchée. Parleriez-vous de justice politique dans ce cas d'espèce ? Les juges en font-ils trop ? En ont-ils trop fait, Luc Ferry ?
Bon, moi je ne dirais pas ça, mais c'est comme ça que ce sera perçu par beaucoup de gens, y compris, vous avez vu ce qu'a dit Gérald Darmanin, Absolument. qui pourtant est très hostile à Marine Le Pen depuis toujours. Il a dit c'est pas possible, voilà, c'est comme avec Fillon, c'est pas possible, le PNF qui se saisit en pleine campagne électorale, c'est pas possible. Bon. Gérald Darmanin dit il serait profondément choquant, on va peut-être le voir, que Marine Le Pen ne puisse pas se présenter à la présidentielle. Des propos jugés inadmissibles et contraires aux règles de base de notre état de droit dans son propre camp. Oui, mais ça, je pense que Darmanin a raison. Il a raison de dire cela, un ancien ministre de l'Intérieur. Oui, je pense qu'il justement, pour une fois qu'il ne parle pas la langue de caoutchouc, la langue de bois, les ministres, je suis très heureux quand ils parlent sincèrement. Bon. Et alors que, encore une fois, c'est vraiment un adversaire, il a été sans cesse adversaire de Marine Le Pen et du RN. Non, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est deux choses. C'est le fait que, bon, si Marine Le Pen doit être punie, elle doit être punie. Si vraiment, et je pense que c'est très certainement, il y a des dérapages qui ont été commis. Bon, les mêmes que chez Bayrou, c'est pareil. Bon, que à LFI aussi, la même chose. Bon. Mais c'est pas crapuleux. Si vous voulez, donc, il n'y a pas d'enrichissement personnel. Oui, et puis il n'y a rien de crapuleux. Voilà, c'est pas. Parce que si vous voulez, la question de savoir pour qui travaille un assistant parlementaire, à mon avis, elle est entière, cette question. Parce qu'un assistant parlementaire, il travaille pour son patron, il ne travaille pas pour l'Europe ou pour la France. Il travaille d'abord et avant tout pour la personne dont il est l'assistant. Voilà. Sauf que vous comme moi, et peut-être nos téléspectateurs, ont lu des rapports d'audience croquignolesque. On est quand même avec des assistants chauffeur de Marine Le Pen, qui ne s'étaient jamais rendus au Parlement, qui ne savaient pas qui était leur référent, qui ne savaient pas qui était leur député. Tout à fait d'accord avec vous. C'est pour ça que je pense qu'on doit attaquer au portefeuille. Il faut qu'il y ait punition, mais pas inéligibilité, quelle que soit la loi Sapin. Oui. Et donc il faut pas. Voilà. Donc pourquoi ce serait très grave ? Parce que ça suscitera déjà avec l'affaire Outreau, avec l'affaire Fillon. Bon, ça n'allait pas bien entre la justice et le peuple. Mais là, vous allez ouvrir un abîme entre une très grande partie du peuple, et encore une fois, pas simplement les électeurs de Marine Le Pen, et puis l'état de droit. Parce que les gens penseront que c'est en effet une justice politique. Et pourquoi ils le penseront ? Deuxième argument. Parce que la procureure qui a dit j'ai rien contre vous, mais elle a dit ça me ferait mal au cul de prononcer la relaxe. On vous pardonne ces parce mots. Que c'est ce qu'elle a dit vraiment d'après les gens qui étaient là. Elle a dit ça me ferait mal, mais elle a été un peu plus loin que ça. Là, vous savez pourquoi c'est grave ? Parce que le procureur, il engage tous ses collègues procureurs. Le procureur, c'est indivisible. Indivisible, ça veut dire que les autres procureurs sont engagés par ce que dit n'importe lequel d'entre eux. Donc ça engage d'ailleurs le procureur national, si je puis dire. Et donc, elle a donné l'argument à ceux qui disent c'est une justice, c'est la justice des juges et c'est une justice politique. Moi, c'est pas ce que je défends, mais je dis que là, on ouvre un abîme entre le peuple et les juges, entre le peuple et les magistrats, entre le peuple et l'état de droit, et c'est pas ce qu'il faut faire. Donc, on attaque le Rassemblement national au portefeuille, qui ait des condamnations, tout ce qu'on veut, mais pas l'inéligibilité. C'est pas raisonnable, ça passera pas. D'où vient, vous qui connaissez la vie politique, nos institutions aussi, ce besoin de protéger juridiquement aujourd'hui le pouvoir politique de poursuite de la justice? D'où ça vient? Là, trop, c'est trop, si vous voulez. Il y a des... voilà, et encore une fois, je prends l'affaire Fillon. Voilà, c'est très difficile de savoir si Madame Fillon a travaillé ou pas, parce que quand vous êtes avec votre femme dans la voiture... moi, quand j'étais ministre, le meilleur conseil que j'ai eu, c'est ma femme. Voilà. Le meilleur conseiller que j'ai eu, c'était la plus intelligente, c'était la plus efficace, c'était la seule dont j'étais sûr... Non, j'avais mon directeur de cabinet aussi, qui est un type très bien. Mais c'est la seule dont j'étais sûr qu'elle était intégralement bienveillante et que si elle me donnait un conseil, mais il n'y a pas de trace. Oui. J'ai pas d'échange de lettres, il n'y a pas de mail, il n'y a pas de rapport, voilà. Et par ailleurs, il y a un conseiller qui a aidé François Fillon à écrire son livre. Mais, et alors, il y a menace de condamnation autour de ça. Mais c'est normal qu'un assistant aide moi, il n'y a pas une ligne de mes livres qui a été écrite par quelqu'un d'autre. Mais pour les politiques, c'est normal qu'il soit aidé par quelqu'un qui l'aide à écrire quelque chose. Ça fait partie de son boulot, c'est pas scandaleux, voilà. Donc, je pense qu'il y a, si vous voulez, un débat sur quel est le rôle exact d'un assistant par rapport à son patron? Est-ce qu'il doit travailler pour l'Europe? Est-ce que Bayrou, il n'a pas été puni, hein. Oui, mais les sommes
ce que disent aussi les commentateurs. Les sommes n'étaient pas les mêmes. On parlait de si c'est quelques... Qui vole un œuf, voilà un bœuf. Voilà, on est effectivement dans les mêmes reproches, il n'était pas député, et les mêmes faits, c'est ça aussi. Mais on n'était pas dans les mêmes montants. Ce qui est saisissant aussi, c'est le virage à 180 degrés de l'ancienne présidente du RN, de Marine Le Pen, qui débute son procès en disant moi je fais confiance à la justice de mon pays, et quand on l'écoute à la sortie du tribunal cette semaine, une logique de victimisation mais la procureure, qui fait penser aussi à un certain Donald Trump. Pardon, on y revient. Non, mais je suis désolé de dire ça, mais c'est la phrase de la procureure. J'entendais ce matin un avocat qui était le patron de la LICRA et qui est plutôt de gauche, Jakubowicz, vous le connaissez, qui est un homme tout à fait remarquable, et il disait, mais si j'étais l'avocat de Marine Le Pen et que j'avais entendu en séance la procureure, je ne sais pas comment on dit, dire je pourrais prononcer la relaxe, je n'ai rien contre vous, mais ça me ferait mal, je rajoute pas la fin de la phrase, admettons que ce soit seulement ça, il a dit, mais j'aurais fait un scandale, un esclandre. C'est impossible de dire quelque chose. Donc c'est ça qui justifie évidemment la nouvelle stratégie de Marine Le Pen. S'il n'y avait pas eu cette phrase... S'il n'y avait pas eu cette phrase, et peut-être... Je pense que les magistrats du siège sont d'une certaine manière embêtés, et je ne veux pas être grossier, par cette phrase. Voilà. Et donc c'est là qu'on a vu que c'était quand même... Vous savez, moi j'étais sur le mur des cons, donc j'ai le plus grand respect pour les magistrats, j'étais membre de la commission... Rappelez-nous ce que c'était. C'était un mur prise en photo, en effet, dans un des locaux du syndicat de la magistrature, à l'entrée du syndicat de la magistrature, du siège du syndicat de la magistrature. J'étais à côté de Claude Allègre et de... Et c'était quoi ? Toute une série de personnalités à l'époque. Oui. Vous étiez très nombreux. Y compris des hommes tout à fait remarquables, notamment un militaire dont la fille avait été... je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas à moi de le faire. Mais depuis que je me suis retrouvé sur le mur des cons, j'étais pendant un an dans la commission Truche, Pierre Truche. J'ai vu des magistrats, mais pour qui j'ai une immense admiration. Mais simplement, si j'ai affaire un jour à la justice, je ne sais pas sur qui je vais tomber, j'en sais rien. Si je tombe sur le mec qui m'a punaisé, qui a ma photo sur le mur des cons, comment voulez-vous que j'ai confiance ? Oui, mais sauf que vous faisiez référence, Luc, aussi à cette loi Sapin, votée en 2016. Oui, c'est la loi Sapin. C'est la loi Sapin. Et la loi Sapin, elle a été votée par une majorité. Ils sont fous, oui, mais j'ai pas un immense... Et la loi Sapin, on le rappelle, c'est que tout élu condamné pour détournement de fonds publics est automatiquement déclaré inéligible pour une durée de 5 années. Oui. Une loi qui a voté à l'époque... Mais c'est pas forcément 5 ans, ça peut être... Mais en tout cas, inéligibilité prononcée. Moi, je pense que c'est une erreur, mais encore une fois, je comprends parfaitement qu'il y ait inéligibilité quand il y a des enrichissements personnels et quand c'est crapuleux. Je suis désolé, mais le mec qui achète dans le métro son shit en payant ça sur les émoluments de députés, je trouve ça crapuleux, je vous le dis très franchement. Faites référence à ce député insoumis et des révélations de Mediapart ces dernières heures. Dès qu'il y a enrichissement personnel, ou si quelqu'un a assassiné, ou s'il a violé une femme, ça c'est crapuleux, mais là c'est pas le cas. Donc qui est punition, oui, ça je dis pas, il y a zéro problème, voilà. Mais je pense que l'inéligibilité c'est pas la solution, loi Sapin ou pas, voilà. Et je pense qu'il y a une marge de manœuvre, j'entendais d'ailleurs plusieurs juristes dire ça, il y a une marge de manœuvre pour les magistrats du siège sur la question de l'inéligibilité. On est aux réquisitions, vous le disiez très justement tout à l'heure, c'est pas encore le définitif. Un dernier mot peut-être juste sur ce que vous inspire une lettre que Jordan Bardella a envoyée à ses militants. Je le cite: je vous appelle à une mobilisation partout en France pour soutenir Marine Le Pen, sur le terrain comme sur les réseaux sociaux. Voilà ce qu'il écrit. Il va très loin, il dit nous sommes dans l'arbitraire, dans toute son injustice. Qu'est-ce que vous inspire ce type de propos ? La mobilisation, pardonnez-moi, vous allez me trouver obsessionnel, mais allez-y. Voilà, d'une contestation de ce qu'est une autorité, d'un pouvoir judiciaire aujourd'hui, quand on prétend à des fonctions présidentielles. Est-ce qu'on peut dire ça ? Est-ce qu'on peut appeler à cela ?
Non, évidemment pas. Simplement, vous voyez bien que ce que je vous disais tout à l'heure, et je ne l'assume pas, c'est simplement une description de la réalité. Ça ouvre un gouffre entre l'état de droit et la légitimité populaire. L'état de droit a raison, et bien sûr qu'il faut respecter la justice. Mais enfin, souvenez-vous de l'affaire Outreau et souvenez-vous du mur des cons. Et souvenez-vous de la phrase du procureur. Voilà 3 exemples. Il faut aussi que les magistrats ne plombent pas eux-mêmes leur propre travail. C'est ça aussi le problème. La procureure, elle a fait une immense erreur. Et elle n'aurait pas dû dire ça. Mais c'est scandaleux. Et là, encore une fois, tous les avocats, y compris de gauche, que j'ai entendus depuis une semaine, disent mais si on avait été présent à l'audience, on aurait poussé des hurlements. Voilà, parce que c'est pas acceptable. Et je pense que ça gêne les magistrats du siège qui vont être obligés peut-être d'en tenir compte. Mais je n'appelle pas il faut pas appeler pour autant à l'insurrection. Simplement, il faut réfléchir. Parce que c'est ce qu'on entend un peu aussi. C'est un peu ce qu'on entend. De matière sous-jacente, en effet. Trump. Voilà. Et vous avez raison, vous aviez évoqué le précédent Trump, c'est un peu la même chose. Mais encore une fois, si on juge mal, on ouvre un gouffre. Et j'ai évoqué trois épisodes, mais je pense aussi à l'autosaisine du PNF pendant la campagne électorale. Franchement, du parquet national financier. Oui. Non, mais excusez-moi, mais c'est dingue, c'est délirant. Donc les gens ne peuvent pas ne pas penser que c'est politique. Ils ont peut-être tort, mais quand ils entendent la procureure, ça leur donne raison de penser ça. Vous voyez ? Donc c'est comme l'affaire Outreau, ça, c'est l'affaire de trop, si j'ose dire. Et puis voilà, et l'affaire du mur des cons, c'est quand même très grave. J'ignorais que vous étiez punaisé dessus. Vous voyez bien que je suis stupide. Soyons honnêtes. On arrive dans les 2 dernières minutes de cette 1 minute 40 même. La photo de la semaine, un selfie plus précisément, Luc, celui de la présidente de l'Assemblée nationale. À ses côtés, le président de la République, Emmanuel Macron, 2 anciens présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande, à l'occasion du match France-Israël. Oui, ils aiment tous le foot. Ils aiment tous le foot. Voilà, ça vous fait sourire. Oui. Il nous reste 1 minute. Leur présence était indispensable. Oui, leur présence était indispensable, simplement juste préféré qu'ils allassent, je vais vous sortir mon subjonctif imparfait du dimanche, tous les 3 à la marche contre l'antisémitisme. Il y en avait 2 qui y étaient, bravo à eux, mais Emmanuel Macron n'y était pas, et je pense que une immense majorité de juifs français, ou de français juifs, il vaut mieux le présenter comme ça, ne le lui pardonne pas. Voilà, et je pense que ça a rajouté à l'idée que l'ONU a créé Israël, ce qui est une absurdité totale, ça ne passe pas. Mais évidemment qu'ils ont très bien fait d'y aller, bien sûr. Ils ont très bien fait d'y aller, et que ce match ait lieu au Stade de France, là aussi. C'était une bonne décision de ne pas le délocaliser ou de l'annuler. Bien sûr, mais évidemment. Ça aurait été une honte absolue. Voilà. Mais on n'est pas la Belgique, ni Amsterdam. Donc non, c'était très bien que Macron y soit. Il a très bien fait d'y aller, bravo. Mais il n'aurait pas dû aligner les bêtises sur Israël depuis 1 an et demi. C'est pas bien, voilà. Et du coup, c'est entaché, vous dites peut-être. C'est toujours la politique du en même temps, du zigzag. On ne sait plus où on ne sait pas ce qu'il pense, quoi. Luc, merci infiniment pour cette heure ensemble.